Alors, bienvenue dans Nada to Data, le podcast qui rend l'utilisation des données accessible aux professionnels du milieu culturel, sans jargon et sans pression. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Beauséjour, conseiller système et données à la TOU, qui a longtemps été gestionnaire de billetterie. Il occupe aujourd'hui un rôle à la croisée des chemins entre données, coordination interne et transformation numérique. Oui, on va se demander qu'est-ce que ça mange en hiver et on va parler de ce que ça veut dire concrètement faire de la place aux données dans une organisation. Comment on choisit ses outils, on trie sa base de contacts, on automatise certaines tâches et même comment l'intelligence artificielle peut donner un coup de main. Un épisode qui montre que, même quand on porte le sujet un peu seul au départ, il est possible de faire bouger les lignes. Alors, bienvenue Olivier et merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors, Pour Olivier, l'invitation. ma première question. Raconte-nous un peu où tu en es aujourd'hui à la TOU et comment ton rôle a changé avec le temps. Moi, je suis curieuse d'en savoir plus. Aujourd'hui, je m'occupe de tous les systèmes opérationnels qui contiennent de l'information sur nos opérations de vente, sur nos clients, sur nos invités, sur tout ce qui contient de la donnée. J'occupe un rôle de conseiller, donc pour établir des nouveaux processus, pour utiliser ce qu'on a au maximum nos ressources et pour faire évoluer tout ça dans le sens de la donnée. Auparavant, j'ai été responsable de billetterie, puis ensuite directeur de billetterie, avec un double chapeau, directeur et gestionnaire des données. Beaucoup de travail, beaucoup d'essais-erreurs, mais ça m'a quand même appris à gérer, à comprendre et à gérer la donnée qui était dans nos mains. Puis maintenant, ben, je ne fais que ça, gérer la donnée, Ah bah, beaucoup ça moins tombe bien. opérationnel, beaucoup plus technique. Toi, tu es vraiment beaucoup plus du côté technique, Olivier. On a reçu beaucoup de gens à Nada to Data qui étaient beaucoup plus marketing, plus fonctionnels. On va voir comment en fait, on a besoin de postes comme toi au sein des organisations. En fait, c'est crucial, surtout avec la donnée qui prend de plus en plus de place. Que moi, j'avais envie de remettre l'église au centre du village. La billetterie, on croit souvent que c'est quelque chose d'annexe, que c'est quelque chose, en fait, que c'est juste un logiciel mais c'est quelque chose qui est super important. Donc moi, je voudrais revenir à ton rôle quand tu étais en billetterie. Puis, qu'est-ce qui se passe vraiment dans un service de billetterie au quotidien? Service de billetterie, ce n'est pas que répondre au téléphone pour vendre des billets. C'est a priori un logiciel qui est spécialisé en vente de billets, mais qui est connecté avec plusieurs outillages, que ce soit des imprimantes, des terminaux de paiement, des systèmes de rapport. Euh, donc, il y a une gestion très technique en arrière. Si on n'a pas une équipe TI qui nous épaule là-dedans, faut avoir certaines connaissances. De mon côté, je m'occupais de tout l'aspect technologique. C'est aussi beaucoup de communication interne. On a à la TAU beaucoup de différents types d'activités. Oui, on fait des spectacles, on fait des spectacles de cirque, mais on a aussi une portion musée, on a une portion développement durable, on est le pavillon d'accueil du parc Frédéric-Bac qui est à côté. On fait de la médiation culturelle, on fait des sorties scolaires, on fait une panoplie de choses et la billetterie est aussi la réception, l'accueil du parc, justement, comme on est le centre d'interprétation du parc Frédéric-Bac. Beaucoup de choses différentes. Donc, c'est beaucoup de contacts avec tout le monde qui gère toutes ces opérations-là. Donc, c'est un moteur aussi important pour acquérir de la donnée sur nos publics et justement pouvoir utiliser cette donnée-là pour connaître nos publics et leur faire des offres qui sont intéressantes. C'est incroyable. Je savais le parc Frédéric Bach, mais je ne savais pas à quel point vous aviez toutes ces cordes à votre arc à la TOU. Euh, Est-ce qu'il y a un moment qui t'a donné envie de faire les choses autrement, où tu as eu un déclic, où tu t'es dit, ben là, mon rôle en tant que responsable de billetterie ou directeur de billetterie, eh ben, il va plus loin. Il commence à occuper beaucoup plus de sphères dans l'organisation. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Ouais, c'est arrivé assez rapidement.
au tout début de ma prise en poste, on me demandait des rapports de vente, ce qui peut sembler anodin pour plusieurs, mais le besoin en chiffres spécifiques est devenu rapidement énorme. J'ai réussi assez rapidement à semi-automatiser le processus d'extraction de données, de création de rapports, mais tout le monde en voulait toujours plus. Donc, le point tournant est un peu là. Le pourquoi la donnée est importante à la l'ATU, euh, c'est simple parce que tout le monde veut savoir où en sont les opérations et comme les opérations sont immenses, ben, ça fait beaucoup de données à traiter, donc beaucoup de rapports à sortir en temps réel. Et donc ça a été le point qui a changé en fait ta perception où tu t'es dit la culture de la donnée, elle va plus loin que la billetterie finalement. C'est quelque chose que j'ai en moi depuis quand même longtemps. Dans des postes précédents, j'ai eu à faire le même type d'opération, le même type de livraison de données d'indicateurs de performance. À la TAU, c'est devenu rapidement une évidence que c'était une nécessité. Euh, j'ai une autre question, mais en fait j'ai toujours plein de questions. Ouais, je voudrais que tu me donnes des exemples des outils que tu as changés. Qu'est-ce que tu as fait en fait dernièrement? Qu'est-ce que tu as mis en place? Et en fait, comment aussi tu as interagi avec les différents services pour faire ça? Parce qu'on a dit un petit peu au début que tu portais ça un petit peu tout seul, mais il me semblait qu'il y avait eu un petit peu de transformation depuis. Il y a eu beaucoup de transformations à travers le temps. Qu'est-ce que j'ai changé avec les autres services? Dans ma première année, je me suis attaqué beaucoup à des processus longs et fastidieux qui étaient surtout gérés par des personnes directement. Donc, le but, c'était de leur sauver du temps, de devenir plus efficace et tout. Comme, par exemple, on gère des entraînements pour les artistes de cirque. La réservation était chaotique. Ça prenait des fois plusieurs appels pour arriver à un consensus de parfait, je peux être là à tel moment, à tel endroit. On a tout transféré vers le système de billetterie. On a simplifié l'offre pour être capable de faire une transition et que les gens puissent réserver eux-mêmes leur créneau en ligne sans intervention d'un être humain. Pas qu'on a tout coupé les interventions humaines, mais ça permet de se concentrer sur d'autres aspects. On gère encore, entre autres, les échanges, les annulations, les cas particuliers pour ces entraînements-là. Mais c'est un des exemples de processus qu'on a unifié dans les opérations de billetterie. Ce que tu veux dire là, c'est que, en fait, moi, billetterie, je pensais, tu sais, je pensais vente de billets, mais en fait, ça va au-delà de la vente de billets en tant que telle, parce que là, tu me parles que on est capable, ceux qui s'entraînent, les entraînements du cirque, passent maintenant par la billetterie. Exact. C'est Donc, tous nos complètement fou. c'est impressionnant. Moi-même, ça m'impressionne d'avoir réussi à trouver des solutions pour amener ça où ça en est aujourd'hui. Ça en est même à un point où ça s'adapte. S'il y a des modifications dans l'offre, on peut modifier le système de billetterie pour que ça réponde à ce nouveau besoin-là. Puis, je pense que les gens sont satisfaits de ce service-là. Est-ce que tu veux nous partager d'autres changements qui ont été réalisés récemment? Récemment, ben, on a eu un petit retour en arrière sur notre gestion de contacts, liste d'invités et donateurs. On a dû laisser tomber notre CRM pour des raisons budgétaires. Donc, on a dû trouver des solutions pour remettre toutes les données dans un nouvel endroit adéquat qui nous permettrait quand même de les utiliser. Donc, on s'est tourné vers notre ERP qui nous sert principalement aux finances, la gestion comptable. Mais on a commencé à utiliser justement les fonctionnalités CRM de notre ERP. Donc, ça a été quelques mois de transition, de tests, de nettoyage de données, de cassage de tête. Est-ce que c'est toi qui as fait le nettoyage des données ou comment ça s'est passé On, dans on est, l'organisation? on est deux principalement à gérer le ménage des données, l'aspect technique et gestion de projet. Le ménage même des données qui doit faire partie de nos listes, c'est pas moi qui connais les personnes qui sont sur ces listes-là. Donc, on a dû solliciter l'aide de tous les services et tout le monde a mis la main à la pâte.
Ah, mais c'est génial. Est-ce que c'était le premier projet quelque part où tout le monde mettait les mains à la pâte pour la C'est la donnée? première fois où j'ai vu ça de façon aussi efficace. Parce qu'il y a toujours eu des tentatives. La gestion de listes de clients, de contacts, je pense que ça intéresse pas beaucoup les gens en général, donc c'est difficile de les motiver à le faire, mais c'est une nécessité si on veut que nos données soient efficaces. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu dis ça intéresse pas beaucoup de monde, mais les gens ont été plus efficaces que d'habitude. Donc, il y a eu quand même des changements de mentalité où finalement, j'ai l'impression que bah, ils se sont dit, bah, nous aussi, on a l'ownership de cette donnée en fait, qui elle appartient pas seulement au service avec Olivier et sa collègue. Je pense que le fait de un peu marteler le fait que le ménage doit être fait a eu son effet, donc on les a eu un peu à l'usure, mais aussi de petit à petit, on était capable de démontrer que les données telles qu'elles étaient n'étaient plus performantes. On avait des listes vieillissantes, des contacts d'affaires qui n'existaient plus, soit parce qu'on n'a plus d'affaires avec l'entreprise directement ou que les personnes ont changé de rôle, sont plus en poste, ont changé d'emploi, des gens décédés des fois. Donc, c'est du ménage qui devrait être fait sur une base régulière, mais qui n'était presque pas fait depuis des années. Donc, avec l'aide de ma direction, on a pu faire valoir le point qu'il fallait vraiment mettre l'accent sur le ménage des données pour pouvoir passer à autre chose, parce que transférer des données vieillissantes d'un système à l'autre, ça n'a aucune utilité. Donc, on a réussi à aller chercher une plus-value dans ces données-là au moment de faire le transfert. Ça me fait penser, il y a une analogie assez drôle. Au Québec, on déménage beaucoup, mais souvent, on n'a même pas déballé un carton qu'on déménage et on ramène un carton pas déballé dans notre nouvelle maison. Non, ça se Mhm. passe pas comme ça. C'est ça que tu as voulu faire. On ramène pas une adresse qui nous sert plus Le dans un bien nouvel parallèle. outil. Et ouais, il y avait un truc que je voulais partager, que je trouve assez intéressant. Alors, bah, pour les auditeurs, quand même, moi, je suis revenue du Québec il y a environ un an. J'ai passé 18 ans au Québec, mais là, je suis revenue en France. Alors, je suis en pleine redécouverte et j'avais pas mal connaissance du RGPD, mais alors, j'ai découvert un truc au niveau du RGPD qui est un peu le pendant de la loi 25 qu'on a au Québec, et ben en fait ici ce qu'ils font, c'est que déjà il n'y a pas de consentement tacite. Le consentement tacite n'existe pas en France. C'est soit tu as opt-in, soit tu n'as pas opt-in. Et il y a autre chose qui est que eh ben, la data, elle t'appartient pas pour toujours. C'est-à-dire que quand tu as opté in, bah, au bout, il y a comme un délai où il faut que tu redemandes le consentement, comme 2 ans après, pour continuer à leur envoyer des messages. Et ben, moi, je trouve ça vachement malin, parce que c'est pas demandé explicitement dans la loi 25, mais je trouve quand même que ça fait du sens. À un moment, tu dis, ben voilà, tu sais, ça fait 2 ans que tu es dans la base de données, est-ce que tu veux entendre encore parler de nous? Donc, je trouve aussi que c'est une façon de faire un ménage de manière assez organique, sans pour autant demander à tes équipes de mettre les mains dans le cambouis. Je trouvais que c'était une option assez intéressante, en fait. Et tu m'apprends cette chose-là. Je connaissais pas ça du RGPD. Je connais plus la loi 25. Euh, qui- Entre la loi 25 et la loi antipourriel, je pense qu'il y a un entre-deux un Ouais. petit peu. Il y a justement les accords tacites qu'on a ici. Un client avec qui on a un lien d'affaires, on peut quand même le solliciter jusqu'à une certaine mesure dans les 2 ans suivant le début de notre lien d'affaires. Donc, ça nous force quand même à recontacter ces gens-là si on veut avoir un accord explicite pour leur envoyer des communications. C'est à moitié entre on peut pas les contacter, on peut faire ce qu'on veut, donc c'est intéressant. Je vais m'intéresser au RGPD, je pense un peu plus. Bah, en fait, il y a ça, et puis il y a effectivement, pour rebondir sur le consentement tacite, il faut avoir, alors il y a des gens avec qui tu as une relation d'affaires, mais il faut tout de suite enfin, relation d'affaires, c'est acheter un billet, mais s'il a acheté un billet, c'est pas, et qu'il n'a pas opté-in, c'est pas pour ça que tu peux le mettre dans ton infolettre toutes les 2 semaines, quoi. Non, En fait, c'est de voir, en fait, comment on fait pour transformer ces gens-là qui sont venus en consentement tacite et les mettre en consentement explicite. Donc, en fait, c'est de créer une base de données qui soit vivante et puis qui soit active, quoi. On parlait un peu plus tôt de métriques de vanité un peu et je trouvais que
Le nombre d'abonnés dans une infolette, c'est une métrique de vanité. Alors, Mhm. c'est important, certes, mais je trouve que c'est plus important d'avoir une base de données qui est active, de gens qui achètent, de gens qui ouvrent les messages, des gens qui interagissent quelque part. Donc, ça, c'est une grosse job, quoi. Oui, c'est énorme. Avoir des dizaines de milliers d'abonnés à ton infolettre, s'il y en a 10 qui achètent des billets, c'est pas utile, non? Non, c'est pas utile. Et puis, je sais pas comment vous payez sur votre outil, sur votre ERP, si vous payez au contact, mais il y a très souvent où on paye au contact. Tout à fait. Mais pour l'instant, on n'utilise pas le RP encore pour faire nos envois, mais Ouais. le système qu'on utilise, on paye par contact, Ah bah effectivement. voilà, Donc, voilà. les contacts sont pas performants, mais ça augmente la facture mensuelle. Ah bah ça augmente la facture, hein. On veut pas augmenter la facture. Moi, je suis un Ouais. peu cheap, tu sais, dans ma façon de penser. Le but, c'est d'être efficace, donc faire aussi de l'argent pour devenir encore plus efficace, mais aussi vendre plus de billets pour que les Oui, gens soient plus heureux. bah c'est ça. C'est quand même un outil marketing. Tu veux une base de données active pour qu'ensuite elle puisse te servir dans le reste de ton écosystème. Donc, tu veux pas stocker n'importe qui. On parlait un petit peu de ton changement de poste et aussi de l'évolution de la culture des données au sein de la TOU. Au début, tu portais ça plutôt tout seul. Comment ça s'est passé pour justement que ce soit davantage partagé ou en fait, est-ce que déjà c'est partagé un peu plus? Est-ce que tu es un peu moins seul à partager ce rôle? Et comment ça s'est passé, cette transition, cette évolution? Ouais, ça a commencé quand j'étais justement en charge de la billetterie. J'ai eu le double chapeau de gestionnaire de billetterie et gestionnaire des données. Euh, Charge immense. Les opérations de billetterie, surtout dans un milieu complexe comme la TAU, demandent énormément de temps. Euh, C'était des dizaines, voire des centaines de courriels des fois par jour. Maintenant, on a fait une transition. Je ne m'occupe plus du quotidien de la billetterie. Je ne m'occupe que de l'aspect technique et de la gestion des données. Donc, les dizaines de courriels sont passés à quelques courriels par jour, beaucoup moins de sollicitations au jour le jour directement pour régler des problématiques, répondre à des plaintes ou simplement répondre à des questions sur l'historique des ventes. Donc, beaucoup plus de temps. Ça aide énormément à être capable de se concentrer parce que gérer de la donnée, c'est demandant. Euh, donc, c'est là qu'on en est. Moi, le temps, je pense que c'est ce qui m'a acheté la capacité Hmm. de gérer plus efficacement toutes les données et de ne pas avoir un double chapeau. Ça aide énormément. Ça aide énormément à intégrer les autres dans l'évolution de la culture des données. Ta job, c'est d'emmener les gens à s'élever dans la culture des données. Donc, c'est plus, t'es dans l'opérationnel finalement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Exact. Exact. Puis autant j'ai aimé être dans l'opérationnel que là, j'avais le goût de passer à autre chose, de justement développer mon côté plus technique, Mm. plus geek. Oui. Euh, donc, oui, j'ai pu me concentrer à comprendre les problématiques que tout le monde pourrait avoir avec la gestion des données. C'est pas terminé, là. C'est un travail de tous les instants. Mais oui, je pense avoir le temps de pouvoir s'asseoir avec chaque personne séparément, comprendre les enjeux, puis trouver des solutions, établir des nouveaux processus, puis après utiliser les données résultantes pour sortir des métriques, c'est le secret. Ce que je trouve intéressant, c'est que le fait d'avoir été responsable puis directeur de la billetterie, ça t'a donné quand même une connaissance hyper fine de ce qui se passe dans tes données. Donc, j'allais dire, tu aurais presque pas pu avoir ce rôle aujourd'hui si tu n'avais pas eu ton rôle précédent, quoi. Probablement pas. Puis c'est pas seulement mon rôle à la TAU, ça fait quand même près de 25 ans que je fais de la billetterie. Donc, oui, c'est des données que je connais. Mm. C'est une nouvelle problématique, une nouvelle situation qui survient. Mais je peux faire les liens rapidement entre le passé et où est-ce qu'on veut amener tout ça. Donc, c'est un chemin de carrière. Ouais. Tout le monde n'a pas un Olivier dans son organisation quand même. Donc, il y a beaucoup d'Olivier dans les organisations, Il y mais a qui font beaucoup pas de... tous la même chose. Ils font pas tous la même chose. Euh,
Alors, on va repartir un peu dans ton quotidien là, parce qu'on a vu un petit peu ton rôle un peu plus large et je trouvais ça super intéressant de voir comment le fait de te dégager de cet opérationnel, tu as pu être plus au service des autres en fait dans la montée de culture des données. Mais aujourd'hui, tu m'as parlé d'outils comme l'IA ou ChatGPT. Comment tu t'en sers concrètement aujourd'hui? Parce qu'on s'entend là, tu sais, t'as beau être très IT geek, tu sais, aujourd'hui, il y a de l'IA partout, quoi. Oui, ben ça fait pas si longtemps que j'ai commencé à l'utiliser, ça fait, je dirais, moins d'un an, mais j'apprécie énormément pour faire un débroussaillage quand il y a une problématique qui survient. Donc, je m'en sers principalement pour comprendre comment paramétrer un système comme notre ERP, surtout. Si j'ai quelque chose à faire que je ne connais pas, mais je pose la question à ChatGPT d'abord pour voir où est-ce qu'il m'enligne. La réponse est rarement parfaite, même à peu près jamais. Donc, il y a quand même après du travail à faire pour faire en sorte que ça fonctionne, mais ça m'a aidé énormément à sauver du temps parce que un ERP, ça reste un système qui est complexe. Et ben là, c'est ça. Mon côté techno, programmeur en devenir et entre en ligne de compte à ce point-ci. Donc, je fais beaucoup de Python là, depuis qu'on programme ce système-là. Puis, ça aide beaucoup d'avoir un soutien comme ChatGPT. Ah, c'est génial. Moi, je fais très très peu de code, hein, tu vois, mais je rebondis sur ce que tu dis. Bon, moi, je m'en sers quasiment au quotidien, mais en fait, ça m'a aidé à coder en HTML sur mon site web des espèces de petites formules que je faisais dans Excel, donc d'avoir des formulaires un peu plus interactifs sur mon site. Donc, des choses en fait qu'il faut qu'on puisse vérifier. C'est incroyable le potentiel qu'on peut avoir là-dessus. L'essentiel, c'est de savoir lui poser la bonne question et de vérifier, quoi. Oui, puis poser la bonne question, ça s'apprend avec l'expérience, mais aussi en se renseignant là, adéquatement là-dessus. Euh, Juste apprendre comment ben, c'est toi qui as donné une petite formation là-dessus récemment, justement, là, d'apprendre comment bien poser les questions à ChatGPT. Ça a changé mon quotidien, là. Je l'aimais déjà beaucoup, je l'aime encore plus depuis. Oh, merci, ça me touche. Je suis trop contente quand ça sert le contenu que je donne. Ah, mais c'est génial. Je suis hyper. J'allais te demander c'est quoi une bonne question à ChatGPT. C'est pas une question d'une seule ligne. C'est une mise en contexte. C'est de donner des détails et de revenir sur la même question au besoin aussi, parce que ça reste une machine qui connaît pas tout, qui va analyser les mots qu'on lui donne seulement. Donc, le remettre en contexte, ça aide beaucoup à préciser les réponses. Merci, merci Olivier. Euh, Aujourd'hui, en fait, tu te sens à quel stade de ta transformation? En fait, pas de ta transformation à toi, mais de la transformation de l'organisation au niveau de la culture des données. Parce qu'en fait, ton changement de poste, il est quand même assez récent, il me semble. Donc, Oui, ça date de l'automne à peu près. ah ouais, c'est récent. Mais du coup, c'est quoi Euh, t'en es où? En fait, comment tu la vois, cette transformation? Comment tu la perçois? Le désir de transformation, je pense au niveau organisationnel, il est là depuis quand même plusieurs années. Hmm. Euh, le fait que je puisse me concentrer exclusivement, presque exclusivement là-dessus, fait en sorte que ça avance plus rapidement. Mais je pense qu'on est encore au début de comprendre qu'est-ce qu'on a dans nos mains et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, en fait, le chemin est encore long. Le chemin est encore long, mais au moins il y a une partie de fait et il est en partie tracé aussi. Il reste beaucoup de flou, mais ça se précise. Chaque fois qu'on avance, on précise un peu plus où on s'en va. On y va de façon itérative. Sinon, essayer de voir c'est quoi le but final, je pense que c'est une étoile inatteignable, hein. Ouais, je trouve ça rassurant pour les auditeurs parce que tu te lances là-dedans, tu sais pas trop quand est-ce que tu vas arriver, quoi. Tu sais que tu y vas. On sait qu'on y va, puis on se retrousse les manches, puis on apprend de nos erreurs, puis on se félicite de nos bons coups. Mais on sait que, en fait, tu sais, ce que tu me dis, c'est que oui, il y a encore du chemin à parcourir, mais ça améliore déjà l'organisation. C'est-à-dire que t'es pas en train de dire, oui, il y a du chemin à parcourir pour atteindre une amélioration. Il y a des petites améliorations quotidiennes qui font la différence.
Tout à fait. Juste notre transfert de notre ménage de données avant de transférer les données de CRM, j'ai pris la peine d'analyser la performance des données pour faire un peu naturellement le ménage de cette liste-là. Donc, on sait maintenant qu'on a un pourcentage intéressant des données qui sont performantes versus avant où on ne le savait pas, mais ça devait être quand même minimal comme pourcentage, l'efficacité des données. Moi, je voulais juste rassurer les auditeurs, c'est qu'à chaque petit pas, il y a quand même des améliorations. Oui, exact. Faut les prendre. Ils sont peut-être petites, mais faut les voir comme des grosses victoires. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais faire évoluer dans les prochains mois? Là, ce que tu as un peu sur ta to-do, là. Euh, Amener beaucoup plus d'indicateurs de Ouais. performance. Montrer d'une façon plus large, voici c'est quoi notre performance actuelle, parce qu'en ce moment, on mesure certaines choses, mais pas assez à mon goût. Donc, bien mesurer pour après savoir comment on a fait évoluer notre donnée aussi, là. On sait qu'on a des données de vente, on sait qu'on a des gens inscrits à notre infolettre, on a des donateurs, on a des invités, on a des contacts d'affaires, mais tout ça mis ensemble, comment ça peut faire en sorte qu'on peut prendre des décisions qui vont améliorer, dans le Mm. fond, nos ventes, notre achalandage et le taux de satisfaction des publics aussi. C'est vraiment intéressant. Merci, Olivier. Ah, donc l'idée quand même du podcast, c'est d'aider les gens un petit peu plus à avancer dans leurs projets de données ou de démystifier les projets de données ou de faire en sorte que la transformation, bah, tu sais, ils mettent un pied dans la transformation. Donc euh, si quelqu'un se sent un peu seul pour avancer dans ce type de démarche, qu'est-ce que tu lui dirais? Par où il faut commencer? S'il faut commencer quelque part, ce serait par quoi? Ben, c'est sûr qu'il y a un aspect technique à ça, donc un état des lieux, bien comprendre qu'est-ce qu'on possède en ce moment, c'est quoi nos données avant de commencer à mesurer. Donc, il faut savoir précisément sont nos clients, qu'est-ce qu'on enregistre et combien de temps on le garde etc. Mais il y a aussi un volet humain à ça. Donc, si on part un peu de zéro, un peu seul dans notre coin, ben, faut faire valoir notre point. Mais ça se fait pas en rentrant comme un char d'assaut. Ça se fait petit à petit euh, en, en contact, un à un, comprendre les enjeux des autres pour essayer d'améliorer petit à petit leur quotidien et de leur démontrer que justement ça a un impact sur la qualité de leur travail quand on leur amène des résultats qui viennent directement des données opérationnelles. Ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu dis, c'est que donc on pense très vite, tu vois, culture des données, on pense très vite au côté data, au côté technique. Mais on pense moins au plan humain. En fait, le premier truc qu'il faut faire, c'est parler aux gens pour comprendre leurs besoins, comprendre leur réalité. Et ça, c'est super important. En fait, c'est comme ça que tu les gagnes parce que parfois, tu sais, tu les écoutes et juste en les écoutant, bah, tu te dis, ah, il y a peut-être ce chiffre-là qui va pouvoir t'aider à résoudre ton problème. Et je l'ai, ce chiffre-là, il est déjà à ma disposition. Mhm. Donc, en fait, finalement, tu gagnes petit à petit du terrain avec la culture des données parce que, en fait, la personne avait peut-être pas connaissance que toi, tu avais ça à ta disposition. Non, parce que ben, on veut tous ne pas travailler en silo, mais c'est pas toujours évident de partager les informations avec d'autres services, avec des gens qui, oui, font partie de l'entreprise, mais on fait pas partie des mêmes réunions, des mêmes équipes de travail. Donc, d'avoir des contacts plus directs avec les gens, c'est ce qui nous amène à mieux comprendre leur quotidien, puis justement à pouvoir amener un peu plus de matière dans leur assiette, puis qu'ils puissent l'utiliser eux aussi. Merci Olivier. Si tu avais juste un petit mot pour conclure cet échange aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Euh, Intéressez-vous à comment les choses fonctionnent, comment les systèmes que vous avez fonctionnent, c'est quoi le lien entre le client, la personne, son besoin, mais aussi vos collègues, et comment on peut justement utiliser nos systèmes pour faire en sorte que tout le monde y trouve son compte.
Merci Olivier, merci beaucoup. Moi, je voudrais faire le pont avec quelque chose que tu m'as dit quand on s'est rencontrés pour préparer cet entretien. Tu m'as dit qu'en fait, la billetterie, c'était un peu comme la colonne vertébrale quelque part de l'organisation et c'était un peu à l'image des techniciens pour un show. En fait, pas de billetterie, pas de public, pas de vente, tout ça. Donc, je suis hyper contente qu'on ait eu cet échange aujourd'hui parce que je voulais redonner les lettres de noblesse à la billetterie. Et en fait, c'est vraiment indispensable de remettre le focus sur la billetterie et principalement dans cette idée d'augmenter la culture des données au sein des organisations. Donc, merci, c'est très précieux. Euh, alors, merci pour ta clarté, ton recul, ton engagement. Merci pour d'avoir partagé ton évolution et puis d'avoir été là. Je sais que c'est pas forcément évident de parler devant la caméra. Si cet épisode t'a parlé, tu peux t'abonner à Nada to Data sur ta plateforme préférée. Si tu connais quelqu'un dans une salle, dans un théâtre, un musée qui travaille en billetterie ou qui peut faire évoluer ses pratiques, partage-lui cet épisode. Parce que plus on reconnaît le rôle stratégique de ces métiers, plus on avance collectivement. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans Nada to Data.